Bonjour à tous et bienvenue en ce mercredi. Aujourd'hui, c'est questions-réponses avec un petit point de focus avant. C'est, tout le monde m'en a parlé ces derniers jours, eh bien, le F-35B des Marines qui se serait tiré dessus en réalisant en fait plus de 2,5 millions de dollars de dommages lors d'un tir canon avec son pod canon. Alors je vais vous en parler dans juste une minute. Juste avant, eh bien, je vous donne rendez-vous à 20h08 sur BFM Business. Je quitte cet endroit, je monte sur Paris aujourd'hui et je vais avoir 7 minutes sur BFM Business pour partager autour du lancement de MacOne.tv, la nouvelle chaîne de SVOD, Video on Demand, que nous avons lancé maintenant la semaine dernière avec le groupe Alchemy. Alors j'en profite juste pour vous dire, oui, c'est une chaîne payante. Pourquoi? Parce que nous avons accès à du contenu qui nécessite rémunération des personnes qui l'ont créé, ce qu'on appelle les ayants droit. Donc nous avons un modèle économique qui nous permet d'avoir accès à ces contenus grâce à subscription, d'où SVOD. Le point important sur lequel je voudrais juste insister, c'est que c'est sans engagement, donc vous pouvez très bien vous abonner pour tester, et puis après, vous restez avec nous si ça vous fait plaisir. Moi, je vous sélectionne des reportages, je vais également vous faire des analyses un petit peu des reportages présents, et bien sûr, je vais vous créer du contenu exclusif. Alors, j'en reviens tout de suite à ce fameux F-35. Si vous ne connaissez pas trop le F-35, énorme programme militaire américain, il y a en gros 3 versions. Il y a la version A, la version B et la version C, c'est bien. Donc la version A, elle a un canon à l'intérieur, un canon de 25 mm. La version B et la version C, qui sont utilisées par les Marines et la Navy, qui permettent des décollages verticaux ou des catapultages. Et bien là, ils se sont dit, ils n'ont pas vu Top Gun, ils se sont dit, on va mettre le canon en pod. Alors, pour plein de raisons. Et du coup, vous avez un avion furtif qui emporte un pod en point externe, comme on dit, ventral sous le nez, enfin sous le ventre. Et du coup, en termes de furtivité, j'ai pas fait les essais, mais je pense qu'on peut en reparler. Toujours est-il, je suis pas là pour me moquer, je suis juste là pour vous partager cette information. Je vous mets les liens en dessous. Qu'un avion a été endommagé lors d'un tir. Alors, beaucoup de personnes ont demandé est-ce que c'est possible, est-ce que c'est déjà arrivé. C'est rare. C'est très très rare. À ma connaissance, des explosions d'obus, nous on appelle ça des OSPEI, O-S-P-E-I, obus semi-perforants explosifs incendiaires. En France, nous utilisons du 30 mm, eux utilisent du 25 mm. Eh bien moi, j'en ai jamais entendu parler. Maintenant, tout est possible, ça va sûrement arriver. J'ai cherché un petit peu, je n'ai pas trouvé de cas pareil. Par contre, ça peut arriver que vous ayez des bombes qui explosent. Alors ça, c'est très très rare, mais je voudrais juste attirer votre attention sur le fait qu'il y a des retards à l'armement. Regardez les films de sous-marins, par exemple. On met des retards à l'armement pour éviter justement une explosion de notre propre armement trop proche de nous. Et ça, c'est déjà arrivé avec des bombes sur certains avions français. Je ne trahirai pas de secret là-dessus, mais voilà. Donc, il s'est bien posé, comme on dit, posé pas cassé. Alors là, c'est pas tout à fait le cas, posé un peu cassé, mais pas entièrement endommagé. Mais c'est juste intéressant de voir la complexité de la création d'un programme comme ça et cette volonté américaine de mettre un pod en point central, assez intéressant. Ok, donc là, ce que je vous propose, c'est d'attaquer les questions-réponses. Alors, qu'est-ce que nous avons comme questions qui nous sont parvenues principalement par le site web combatproven.org, vous allez dans contact, là, formulaire, tout ça, et vous pouvez m'envoyer vos questions. C'est tout bien rangé, et puis après, toutes les semaines, j'y réponds. Première question avec Olivier qui aimerait savoir si le Rafale peut démarrer sans groupe auxiliaire externe. Oui, donc le Rafale peut démarrer avec un groupe auxiliaire externe qui vient donner de la puissance électrique qui permet le démarrage. Mais à bord du Rafale, nous avons un APU, Auxiliary Power Unit, et cet APU nous permet, sans groupe auxiliaire, ce qu'on appelle un GPU, Ground Power Unit, de démarrer. Maintenant, démarrer sans notre APU, c'est pas simple. Donc de manière générale, on va démarrer avec notre APU, Auxiliary Power Unit, mais on n'a pas besoin d'un GPU, un Ground Power Unit. J'espère que ça répond à ta question. Prochainement, l'ESA va ouvrir une candidature pour être astronaute.
Comme bien d'autres pilotes de combat, est-ce que cela t'intéresserait de tenter l'aventure spatiale? Alors moi c'est très simple, pour des raisons médicales, je sais déjà que je ne pourrais pas être astronaute, donc ça réduit le champ des possibles. À partir de là, très honnêtement, j'ai eu 2 phases dans ma carrière. Une première phase où pour moi pas du tout. Pourquoi? Parce que être assis sur une navette spatiale où on ne contrôle pas grand-chose et faire un peu sac de sable, je trouve ça, enfin je comprends complètement le concept, mais c'était pas vraiment ma vision du vol. Donc première partie de carrière, un peu besoin de contrôle, j'étais pas fanat du tout à cause de ça. Deuxième partie de carrière, j'ai un petit peu mûri sur ce que font les astronautes et toutes ces choses-là, et ça, je trouve ça vachement bien. Thomas Pesquet, si tu nous entends, quand tu veux une interview. Un intérêt qui au début était vraiment dans le pilotage pur, qui maintenant est plus sur une partie un peu plus intellectuelle et big picture, qui fait que ça m'aurait plu, mais je peux pas. Donc voilà. Il faut être intelligent aussi, mais ça c'est un détail, c'est pas gagné. Autre question de Michael qui aimerait savoir si le catapultage fait consommer moins de pétrole qu'un départ sur Terre. Alors ça c'est une très bonne question, ça sent un peu l'élève ingénieur ou l'ingénieur. Effectivement, vous avez une accélération qui est plus rapide, vous allez atteindre quasi 300 km/h en 75 mètres. Forcément en termes de durée, vous allez rester dans l'accélération moins longtemps. Alors ça dépend un peu de votre masse, ça peut décoller très vite. De manière générale, les avions de chasse, nous décollons toujours pleine puissance avec la post-combustion. On ne fait pas de flex, de décollage flexible, où on n'est pas plein gaz, contrairement à l'aviation civile, pour plein de raisons, pas forcément rationnelles, on pourrait, hein. Mais les calculateurs ne sont pas tout à fait faits pour. Le point qu'il faut noter, c'est oui, néanmoins, le catapultage se fait grâce à la vapeur fournie par des réacteurs nucléaires. Donc pourquoi pas au sol, mais il va falloir prendre de l'énergie quelque part et je ne suis pas sûr qu'au final le bilan énergétique ou carbone soit bien meilleur. Donc voilà, l'énergie va bien de quelque part. Là, ça vient des centrales nucléaires. Question de Yann. Quelle est la proportion de SDT par rapport au SDT en automatique dans la marine? Merci Yann pour cette question assez technique. SDT, c'est le suivi de terrain. Donc je pense que ce que tu veux dire, c'est quelle proportion de suivi de terrain à la main, donc de vol basse altitude à la main, qui peut être fait à 500 pieds sol ou 250 pieds sol dans certaines zones, ou 100 pieds sol au-dessus de la mer, versus en mode automatique. Le Rafale dispose de différents modes automatiques de suivi de terrain. En tant qu'équipier, vous êtes souvent à la main dans la marine, parce qu'on est généralement à vue, il va faire beau. Ensuite, en tant que leader, vous pouvez vous mettre un peu au pilote automatique. Il y a différents modes, différentes discrétions. Moi, je viens du super étendard, on aimait bien le faire à la main. Je dirais quand même qu'équipier, vous allez faire au moins 95% à la main. Leader, vous allez faire au moins 60% à la main. Si ça répond à ta question. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? On continue avec Yann qui aimerait savoir comment s'est passé ton premier vol en SDT. Eh bien, il y a un premier vol en SDT, il s'est bien passé. donc on avait prévu la navigation en avance, pas mal de préparation en amont et on avait déroulé le plan comme prévu. 90% du succès de la mission, c'est de la préparation. En SDT, c'est peut-être même 92% pour tout te dire. Donc voilà Yann, tu peux aller faire ta qualif SDT maintenant. On continue avec Evan, qui, si au cours de ta carrière de chasseur, tu dois être amené à porter des lunettes, deviens-tu inapte? Alors, pas forcément. Et là, c'est un point important. Vous avez une différence entre la visite initiale et après les prorogations de qualification, enfin médicale, d'aptitude médicale, comme on dit. Donc, vous pouvez avoir un waiver, vous pouvez avoir une dérogation. Donc, votre aptitude médicale peut se dégrader durant votre carrière. Il y a de grandes chances. Plus on vieillit, généralement, moins bien ça se passe. Ce n'est pas pour autant que vous allez forcément perdre votre aptitude médicale. Donc il y a des dérogations. Moi, un petit conseil que je peux donner aux gens qui actuellement ont des qualifications médicales, par exemple européennes, n'hésitez à passer les qualifications américaines ou alors même des qualifications médicales canadiennes, ce qu'on appelle l'aptitude médicale FAA ou Transport Canada. Il ne faut pas hésiter. Question de Frédéric. Est-ce que vous aviez un suivi dosimétrique en tant que pilote de chasse? Alors ça c'est une très bonne question. Qu'est-ce que Frédéric veut dire avec cette notion de dosimétrie? Eh bien c'est le suivi de la radiation nucléaire, tout simplement. Non. Alors il n'y a pas de raison. On est sur un porte-avions où il y a effectivement 2 centrales nucléaires, mais qui sont étanches. Donc à ma connaissance, non. Après, est-ce que certaines spécialités en ont? Je pense, j'espère.
pour elle, mais nous, il n'y avait pas besoin. Donc pareil, le fait d'être proche de l'armement nucléaire, donc pour certains pilotes, dans certaines missions, à ma connaissance, pas de suivi dosimétrique. Si ta question était plutôt pour le vol à haute altitude à cause des rayonnements cosmiques, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont suivies dans la ligne. Dans la chasse, non, et on n'est pas sur des longs vols qui passent par le pôle, tout ça, donc c'est pas trop gênant, mais dans la ligne, ça pourrait être un sujet qu'on évoquera plus tard. Ce sont des choses qui sont suivies, effectivement. Autre question de Thomas. Passionné d'aéronautique militaire depuis tout petit, il se demandait si tu avais des conseils de lecture aéronautique à lui conseiller. Débrief, voilà, mon bouquin, il est sur Amazon, sinon tu vas sur le site web, tu cliques à gauche, tu cliques à droite et tu m'écris. Non, blague à part, il y a beaucoup de livres. Moi, si tu es jeune, ce que je te conseille, ce qui permet de vraiment bien mettre le pied à l'étrier, c'est tout ce qui est biographie, autobiographie de la Seconde Guerre mondiale. Moi, je sais que ça m'avait passionné. Et regarde du côté russe, Hans Rudel, allemand et russe, c'est assez sympa. Donc tu tapes biographie, autobiographie, pilote de chasse, pilote de combat, et c'est un bon moyen par où commencer. Après, tu as Tom Clancy, qui a écrit des bouquins sympas et qui a également écrit Super Carrière, une sorte de guide sur les porte-avions qui est assez exceptionnel aussi. Dernière question avec Benjamin qui aimerait savoir comment s'organise la navigation pour la permanence opérationnelle quand elle doit intercepter un aéronef en difficulté hostile. Alors c'est simple, à partir du moment où tu as un avion de la PO, comme on dit, de la permanence opérationnelle, eh bien c'est comme les pompiers, comme la police, tu allumes le gyrophare et tu slalomes. À partir de là, qu'est-ce qui va t'aider à slalomer? Ça va être le contrôle aérien militaire qui va t'insérer à l'intérieur du contrôle aérien civil. À ma connaissance, on ne demande pas d'écart de cap, tout ça aux civils, sauf si c'est pour éviter un avion dangereux. Mais c'est toi, beaucoup plus maniable, beaucoup plus petit, beaucoup plus réactif, qui va venir t'insérer et slalomer, sans pour autant engendrer d'alerte TICAS, donc ne faire peur aux détecteurs des avions civils. Donc on va garder des séparations, faire attention à nos vitesses verticales, toutes ces choses-là. Mais de manière générale, ça va être au cap. Donc le contrôle aérien va nous dire prenez tel cap pour interception et on va prendre tel cap pour intersection. Et après ils vont nous dire pour évitement, eh bien, on peut monter, descendre, tourner à gauche ou tourner à droite. On va éviter comme ça dans la 3 dimensions. Et comme on a la possibilité généralement de monter, un avion de chasse de la permanence opérationnelle peut monter très vite. S'il faut, on va passer au-dessus de tous les avions de ligne, c'est une possibilité aussi. Donc voilà, j'espère que ce Q&A vous a plu. Les grosses informations, comme je l'ai dit, c'était le coup du F-35, c'est quand même pas banal. Je ne vais pas plus le creuser que ça parce qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas de compte rendu, donc je ne vais pas spéculer pendant des heures sur ce qui aurait pu se passer. Ça a l'air assez clair, il y a un obus qui a explosé, pourquoi on ne sait pas. Il faut quand même juste savoir qu'on est sur des cadences de tir qui sont assez folles. On est largement au-dessus des 1000 coups par minute. On est sur une capacité de soutenance du feu qui est de 3-4 secondes grand maximum, donc c'est vraiment du... c'est très nerveux. Donc voilà, c'est pas de la mise en œuvre facile. En France, à ma connaissance, voilà, on n'a pas eu tout eu ce genre de problème. Mais c'était la grosse info de la semaine. Je vous donne rendez-vous le 1er avril. Le 1er avril, je vais vous parler d'un sujet qui va nous amener normalement entre Montréal et Paris. Et ce week-end, on va aller un petit peu dans les îles. Donc n'hésitez pas à voir ces vidéos et puis d'ici là, macone.tv, n'hésitez pas à y aller, à soutenir un peu le lancement de la chaîne, à partager sur les réseaux sociaux, tout ça c'est super sympa. Si vous dites tiens, ATI nous a fait 230 vidéos, c'est cool, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, n'hésitez pas à partager la création de macone.tv et je vous dis à tout à l'heure à 20h08 sur BFM Business justement pour parler du lancement de la chaîne. Allez, fly safe!